Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Bon après ça peut encore s'arranger, hein. Suffit juste que tu me suives sur Twitter, que tu t'abonnes à Intercut et que tu mettes la cloche. Bon allez, on lance la vidéo. James Cameron se fait repérer très tôt par l'un des réalisateurs et producteurs les plus influents du cinéma de genre à Hollywood, Roger Corman. The special effects were complicated, were expensive, and luckily we had Jim Cameron. Ce réseau permet à James Cameron de découvrir ses premiers tournages de long métrage, de tâter un peu tous les métiers, de décorateur à infographiste, en passant par l'image et la photographie. Son nom se retrouve par exemple dans le générique de l'excellent New York 1997 de John Carpenter. John Carpenter qui, contrairement à toi, avait de magnifiques cheveux soyeux. Mais quoi? Non mais j'anticipe 80% des commentaires à venir sur ta coupe foireuse, tu peux reparler de James Cameron, t'inquiète. Mais ce qui intéresse James Cameron, c'est la réalisation. Alors quand des producteurs viennent le voir et lui proposent de réaliser son premier film, vous vous doutez bien qu'il est hyper chaud et qu'il accepte sans hésiter. Et là, vous vous demandez à quoi ressemble le premier long métrage du réalisateur de Titanic, de Avatar. Ça doit être incroyable comme truc. Out of the water. Piranha 2, Flying Killers. Mais tout n'est pas acheté dans Piranha 2 les tueurs volants, puisque c'est sur ce tournage que James Cameron développe une histoire de robots meurtriers et de voyage temporel, des thématiques qu'il développait déjà dans son premier court-métrage Xenogenesis. Influencé par les films d'action des années 50 et par quelques autres succès récents, notamment Mad Max 2, Cameron va écrire un premier script, développer des premiers croquis, des concept art, démarcher des boîtes de production, et ça marche. En 1982, Terminator existe et sera financé à hauteur de 4 millions de dollars. Ok, 4 millions, c'est pas énorme, il faut une star montante, il faut une star qui est pas trop chère, mais qui pourrait quand même attirer un certain public. Bon bah alors ça tombe bien, à la même année, il y a Conan le Barbare qui a révélé Arnold Schwarzenegger, avec son mutisme incroyable et son physique plutôt imposant. Cameron n'est pas très chaud, mais accepte de lui faire passer un casting pour qu'il joue le personnage principal. Ça se passe pas trop mal, mais en fait Cameron décide que Schwarzenegger correspond plus au rôle du méchant qu'à celui du héros principal. Schwarzenegger sera le Terminator. Sarah Connor? Yes. Le reste du casting se forme avec Linda Hamilton et Michael Biehn qui deviendra un acteur fétiche de Cameron. Et en 1984, le tournage commence. Ah ouais, 1984, comme par hasard, comme le roman de George Orwell qui correspond si bien à notre réalité. De toute façon, on vit vraiment dans une dictature. Puis les masques, les Macron, le vaccin de Bill Gates qui sera obligatoire. Ta gueule, s'il te plaît. Entre-temps, Dick Smith, une référence des effets spéciaux de l'époque, devait s'occuper des maquillages et effets, et finalement il refuse parce qu'il a le droit en fait, on est en démocratie, mais il propose quand même un autre génie, Stan Winston, qui a une référence de l'époque et qui va s'occuper de Terminator. Le tournage il se déroule sans encombre, ce qui est à noter parce que c'est quand même le premier gros long métrage de James Cameron, et ça montre qu'il a une maîtrise parfaite sur l'ensemble de ses équipes. Bon, la post-production s'étale quand même un petit peu, mais le film est prêt à sortir le 26 octobre 1984, soit moins d'un an après le premier jour de tournage. Il a coûté un peu moins de 7 millions de dollars. Il en ramènera près de 80 à l'international, c'est vraiment une assez belle performance qui va permettre à Cameron d'avoir une légitimité et d'aller ensuite sur des grosses machines comme Alien 2. D'autant plus que le succès critique est là aussi et que la performance de Schwarzenegger est assez unanimement saluée. Terminator, il est rempli de scènes cultes, de scènes parodiées un nombre incalculable de fois, et il a fait beaucoup de bruit à son époque, au point de mettre en route une suite, Terminator 2, qui coûtera près de 20 fois plus cher que Terminator, mais qui est, à mon sens, l'une des suites les plus réussies du cinéma
et une suite plus réussie encore que l'original. Que ce soit par ses thématiques ou l'intelligence de son concept, Terminator a bien évidemment engendré dans son sillage toute une vague de films qui vont essayer de surfer sur la vague. C'est les mêmes, en moins bien. Et on va commencer très fort avec un film qui a littéralement tué le respect. C'est un film de l'italien Bruno Mattei et ça s'appelle Terminator 2. Non, je vous jure, le film s'appelle Terminator 2 et il est sorti 2 ans avant Terminator 2. En fait, et on l'a vu par plusieurs exemples durant tout ce format, bon, il est commun de surfer sur la vague d'un gros film qui a réussi au box-office, mais généralement, t'essayes quand même de faire un peu discrètement. Mais là, Bruno Mattei s'en bat littéralement les steaks et il nous fait un remake de Terminator mixé avec Alien 2. Et c'est bizarre de dire ça, mais c'est pas si mal en fait. Les 2 premiers tiers du film sont clairement un remake d'Alien 2, puisqu'on y retrouve les éléments cultes du film de Cameron comme le détecteur de mouvement, les Marines du futur, le personnage féminin badass dont même la coiffure rappelle Ripley, les longs couloirs angoissants faiblement éclairés, et même la gamine abandonnée et terrifiée qui sera prise en charge par Ripley, mais sauf que là on dirait qu'elle a 35 ans. Ah, c'était plus facile pour le dossier d'As quoi. Et dans ces 30 dernières minutes, le film va virer franchement Terminator avec une chasse à l'homme par un androïde invincible. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de Terminator 2 ? Écoutez, il y a un certain charme en fait. Avec un tel matériau de base, c'est quand même hyper compliqué d'écrire un scénario chiant ou mal rythmé. Alors ok, on a déjà vu toutes les scènes chez Cameron en bien mieux filmées, mais ça reste des scènes plutôt bien pensées et qui font leur effet. Et de les revoir ici avec un budget complètement foireux, ça donne presque un côté parodique à ce qu'on va appeler Terminalien, Alienator. Headshot. Et ça va donner un côté, presque sympathique, en tout cas qui se laisse regarder sans déplaisir. Parce que le cinéaste, il ose aller à fond dans les clichés et l'audace, de toute façon il avait rien de mieux à faire, hein. Que les monstres sont mine de rien pas mal foutus, que visuellement, c'est très pauvre dans les décors, mais qu'il y a quelques jeux de lumière et quelques séquences pas mal éclairées. Globalement, je dirais qu'on voit bien que c'est fauché, que l'entreprise de base est tellement opportuniste, mais que le réal et l'équipe technique ont quand même mis du cœur à l'ouvrage. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans cette entreprise de plagiat qui ferait rougir de honte Gad Elmaleh, et du coup j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, parce que bon, c'est pas un très mauvais film en soi. Après, si on réfléchit bien, n'oubliez pas qu'il y a plus de différence entre ce film et le vrai Terminator 2 qu'entre toutes les miniatures du YouTube Game cinéphile francophone. T'es au courant que plus tu défonces les gens gratuitement, plus Webedia s'éloigne, hein ? Ouais, je sais. De toute façon, avec la coupe de cheveux, t'avais littéralement plus aucune chance, hein. Est-ce que je peux reparler du film ? Il y a un petit passage à vide vers le milieu du récit, mais c'est un film qui essaye quand même de poser une atmosphère, une ambiance, et franchement c'est assez efficace, hein, le temps de certaines scènes. Ça dure 1h20, ça se base sur des valeurs sûres, et franchement, ça se laisse regarder. Fuck you! Le deuxième film est objectivement bien meilleur que le premier et il s'appelle Class of 1999. Ah d'accord, donc tu sais pas prononcer 1999 en anglais, c'est ça ? Bah ouais. En gros, l'histoire se déroule en 1999, dans une Amérique ultra-violente où la jeunesse sombre dans le chaos et les émeutes. Du coup, on fait appel à des profs cyborgs dans les lycées pour faire respecter la loi. Bon au début tout se passe bien, mais petit à petit des morts suspectes
se déroule dans l'établissement. Alors, contrairement aux apparences, c'est un film qui est pas si con. Déjà, première chose et premier clin d'œil très sympathique, le rôle du proviseur du lycée qui subit de plein fouet la jeunesse ultra-violente, il est joué par Malcolm McDowell, c'est-à-dire l'interprète d'Alex dans Orange Mécanique, qui était lui-même un jeune bercé par l'ultra-violence. Ça a bien évidemment une résonance particulière, et on imagine presque Alex qui s'est assagi et qui est désespéré de voir les jeunes suivre le chemin que lui-même a quitté. C'est un clin d'œil que je trouve très sympa. Bon, en termes d'écriture, c'est pas un film qui a la prétention d'aller vraiment plus loin que son sujet. Et dans un sens, ça fonctionne mieux parce que ça donne un rythme assez effréné et le film se focalise sur ce qu'il a à raconter. Bitch! God damn you! On a des robots qui pètent les plombs, des meurtres, des grosses références à Terminator, et ça marche. Ça marche parce qu'il y a un soin tout particulier accordé au décor, aux costumes. On quitte un peu les clichés de la science-fiction ultra grise et ultra terne. Mais c'est pas mal parce que le film est assez généreux en termes d'effets plutôt gore, et il n'y a pas vraiment d'effet cheap en fait, c'est pas juste un nanar opportuniste. Avec une assez bonne direction d'acteurs, notamment des cyborgs qui sont assez glaçants, il y a un découpage qui n'est pas vide de sens et l'action elle est filmée de manière à être assez claire et lisible, et c'est peut-être tout ce qu'on demande au film en fait. Évidemment, il y a des références à Terminator, mais il y a aussi un peu l'inspiration des slashers, où un monstre est lâché dans un environnement où il a plein de victimes un peu débiles à tuer. Là, c'est à peu près ça en fait, et c'est presque jouissif de voir ces jeunes cons se faire fracasser par des cyborgs impitoyables qui pètent des câbles. Et mine de rien, surtout dans le contexte actuel, on se rend compte que le film il tapait assez juste en fait, quand on voit qu'il y a encore quelques semaines on pouvait entendre un parachutiste par classe avec un P35, et puis je vous garantis que l'ordre va vite revenir partout. Là on est complètement là-dedans, et vraiment on est dans un film assez sympathique, un film qui est à découvrir, un film qui raconte des choses plutôt sympas tout en étant un divertissement très honnête et très généreux. Franchement, c'est un film qui vous donnera tout ce que vous vous attendez à voir. That bitch, she ain't even fucking real. How are we supposed to deal with that? Pour le troisième film, je vais vous parler d'un film assez particulier, qui est un peu à Terminator ce que Conquest était à Conan. Hardware est un film extrêmement fauché, mais finalement plutôt ambitieux. Le réalisateur, Richard Stanley, a décidé de créer le film après avoir rejoint la guerre d'Afghanistan en tant que documentaliste vidéo. Ça lui a donné des idées visuelles, ça lui a donné des idées de concepts, de paysages, et ça a donné Hardware. Et je trouve que c'est quelque chose qui se ressent assez, parce que l'histoire se déroule après une guerre qui a détruit le monde, et où la vie ne subsiste que dans quelques grandes villes. Donc on a une imagerie très post-apocalyptique, avec des dunes gigantesques, des longs déserts, un peu le Westland à la Fallout, et ce putain de filtre rouge qui va parasiter toutes les 10 premières minutes. Alors c'est vraiment pas du tout subtil, mais ça marche, il y a une vraie atmosphère, il y a une vraie ambiance. Et donc l'histoire, c'est qu'un nomade va trouver un robot dans le désert, il va le donner à une jeune artiste qui s'appelle Jill, sauf que le robot il se réveille et il attaque tout le monde. On est vraiment dans un film dont la direction artistique mêle post-apo et cyberpunk, et ça c'est un plus non négligeable, parce que ça fonctionne très bien, même si on voit bien que, bon, parfois c'est un peu fauché, mais bon, le film se permet quand même quelques moments de tension hyper oppressants, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est lent en fait, c'est très lent, c'est très oppressant, c'est très pesant, il y a une vraie volonté de faire durer les plans.
Le but c'est de faire ressentir des choses aux spectateurs et sur moi ça a fonctionné. Moi, Hardware m'a vraiment mis certaines fois plutôt mal à l'aise. Bon après le problème c'est qu'il y a quand même certaines séquences bien nanars, hein. Il y a des séquences kitsch, il y a des dialogues bien maladroits. En soi je pardonne facilement parce que c'est un film qui a des idées. On est presque sur un huis clos, on a une bonne utilisation des décors, on a des maquillages et des costumes bien fauchés mais suffisamment crades pour rester crédibles. Et à noter aussi une excellente bande originale bien rock, avec d'ailleurs une apparition vocale de Iggy Pop et un petit caméo de Lemmy, donc du groupe Motorhead. You guys like music? Check these guys out. Tout ça, ça fonctionne parfaitement dans l'univers, il y a du sexe, de la drogue, de la violence, une BO un peu post-rock, un peu métal et qui marche parfaitement. Alors c'est une curiosité, peut-être un peu moins facile à voir que les deux premiers films qu'on a cités, mais qui parvient aussi à s'éloigner de l'héritage de Terminator pour se rapprocher tout autant d'un Alien ou d'un Mad Max. Franchement, vous pouvez y aller, ça reste toujours une bonne expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, comme toujours, c'est vous qui choisissez le film référent. Cette fois, ça va se jouer entre L'Exorciste ou Pirates des Caraïbes. Gentlemen, my lady, you will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, moi je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis à bientôt, ciao à tous.